Salut les gars, j'espère que ça va, il est hyper tard donc on va faire un live très rapide. Donc les spoils de One Piece, les spoils complets sont sortis, j'ai juste eu le temps de les mettre sur Discord et on va analyser tout ça ensemble ce soir. Donc il y a énormément de choses à dire mais on va être concis et rapide. Donc les gars, n'oubliez pas, si jamais vous kiffez le contenu, si jamais vous kiffez les vidéos, n'hésitez pas à soutenir surtout la team YouTube, que ce soit le petit like, le petit follow, le petit commentaire comme d'habitude. Tabassez-moi ça les gars parce que en ce moment on taffe comme des fous pour vous proposer du contenu de qualité. Donc let's go les gars, on va commencer direct avec les spoils. Il y a pas mal de choses, d'ailleurs il y a aussi le petit Twitter, le petit Discord, je sais pas si je vous l'ai dit mais de toute façon vous allez voir. Donc c'est parti les gars, spoil 1125 de One Piece. Donc là on va pouvoir analyser tout ça ensemble. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment énormément de choses à dire et je suis assez content parce que il y a des informations qui vont dans notre sens. C'est trop marrant parce que je vous ai dit des trucs des fois pour appuyer mes théories et du coup mes théories se sont avérées dans le chapitre, c'est-à-dire qu'ils ont été validés dans le chapitre, mais ce que je vous disais pour appuyer les arguments ont été invalidés. Donc voilà, des fois on a de la chance, les théories sont validées mais pas pour les bonnes raisons. Donc c'est parti les gars, on commence tout de suite. One Piece spoiler 1125. Donc One Piece spoiler 1125. Comment définir la mort? Le chapitre commence sur l'île d'Egghead. Donc la marine parle des séraphins, ils sont rechargés avant d'être emmenés sur le navire de la marine. Lucci et Kaku abordent également des navires de la marine. L'un des agents du Cypher Paul leur parle de Stussy. Où est Stussy? Et Lucci répond: je l'ai tué. On ne voit aucune émotion sur le visage de Lucci quand il dit ça. Le visage de Kaku est caché, mais on dirait qu'il retient ses émotions. On ne voit pas Stussy ou Kizaru dans le chapitre. Donc maintenant on passe à Saturne, qui se souvient de ce qui s'est passé à Maréchal il y a 200 ans. C'est Saturne qui il y a 200 ans a ordonné à un groupe de scientifiques de l'époque de détruire le robot géant Emmet. Donc les gars, on a la révélation du fait que Saturne a minimum 200 ans. Donc voilà les gars, ça c'est des choses qu'on avait teasé depuis très longtemps, on n'était pas du tout les seuls à penser ça, on n'avait aucune certitude là-dessus. Mais là aujourd'hui, maintenant, on peut plus nier le fait qu'ils sont très vieux. Est-ce qu'ils ont 500 ans, 800 ans, 1200 ans? On sait pas. Par contre, ils ont minimum 200 ans, en tout cas pour Saturne. Voilà, donc ma théorie sur le fait que chaque personne du Gorosei vient d'une époque différente et ont un âge différent, c'est-à-dire qu'ils ont reçu leur pouvoir à une époque très distincte et à un âge très distinct. C'est pour ça qu'on voit des personnes plus vieilles, des personnes plus jeunes. Maintenant, on peut certifier le fait que les cicatrices viennent d'avant l'immortalité. Donc voilà, c'est le petit moment confirmation, mais tout ça, on l'avait déjà dit depuis très longtemps. Alors, ils ont préféré le cacher et l'étudier en secret. Donc là, il parle du robot géant il y a 200 ans. Pour Saturne, lui, il s'entretient avec les 9 fils amiraux. Saturne dit qu'ils ont obtenu tout ce qu'ils étaient venus chercher. Donc ils ont bien obtenu tout ce qu'ils voulaient. La centrale électrique, York et Puck Records. Mais ils souffrent également d'un grand échec. Les vice-amiraux s'excusent et disent qu'ils iront immédiatement à Elbaf pour attraper l'équipage au chapeau de paille. Mais Saturne dit que ce n'est pas nécessaire. Le plus grand échec que nous ayons commis est d'avoir permis que le message de Vegapunk soit diffusé dans le monde entier. Et Doberman, qui dit Saint Saturne, en tant que soldat du gouvernement, je voudrais poser cette question. Si notre action est considérée comme un échec, cela signifie-t-il que Vegapunk a dit la vérité dans son message? Donc voilà, un mec très avisé, un mec qui a bien poser ces questions. Doberman, il pèse. Sans un mot, Saturne explose la tête de Doberman avec ses pouvoirs, les mêmes qu'au chapitre 1094, devant le reste des vice-amiraux qui sont stupéfaits. Donc c'est bien le pouvoir du Gyuki, le fait de pouvoir regarder quelqu'un dans les yeux et lui asséner des dégâts. Et plus t'es faible, plus les dégâts sont grands. Ensuite on a Guillotine, donc c'est un autre vice-amiral, qui crie vice-amiral Doberman. Les marines, il dit réveillez l'équipe médicale, vice-amiral. York remarque que la machine à nuages fonctionne toute seule. Elle tente de l'arrêter, mais il est trop tard. Le Puck Record se détache de l'île d'Egghead et s'envole grâce aux nuages. Donc ça c'est assez marrant, c'est assez bien fait parce que York était censé garder, on va dire, le contrôle sur le Puck Record, etc., etc. Et Oda en a décidé autrement. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une vraie division des Vegapunk qui se met en place. C'est-à-dire qu'on a donc la totalité des Vegapunk restants qui vit dans un seul corps. On l'a vu dans les précédents spoils. Et celui-là, il se dirige vers Dragon. Mais vous allez voir qu'il va faire un petit détour et c'est marrant parce qu'on en a parlé dans la précédente vidéo. Ensuite, il y a un Vegapunk, voilà, qui se dirige vers le gouvernement mondial et un autre Vegapunk qui est déjà vers l'équipage de Mugiwara. Donc voilà, un petit peu, on voit potentiellement trois grandes armées qui pourraient se former pour la fin du manga. Les révolutionnaires, le gouvernement mondial et les pirates entre guillemets. Donc voilà, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que les armes antiques ce sera la même chose? Potentiellement les gars, vous verrez en temps et en heure chaque chose. Ensuite, d'ailleurs qui dit zut, ils ont pris le Puck Records, on passe maintenant à marée joie. Nous voyons que la crise de la pénurie alimentaire est partout
partout et que les Tenryubito paniquent. Les actions menées par les révolutionnaires commencent à vraiment bien marcher parce qu'au final, on voit que la nourriture, les ressources ont bien été attaquées et qu'au final, leur plan a très bien marché. Comme quoi, l'armée révolutionnaire, quand il prévoit quelque chose, c'est quelque chose d'impactant qui marche sur le long terme. C'est très très habile et très malin de leur part et on voit clairement que ça va commencer à être dur pour eux. Mais je pense que les Tenryubito vont contre-attaquer malheureusement très bientôt. Ensuite, on a dans le château de Pangée. Figarland Garling se dirige vers la chambre de l'autorité. Garling entre et s'assoit sur l'une des chaises. Puis il s'adresse aux 5 autres doyens de manière informelle. Et du coup, Garling dit « Je suis ici parce que je viens de recevoir un ordre. » Et Nujuru dit « Hein ?» Walkyrie dit « C'est quoi ce ton, Garling? Surveille ton langage. » Et Garling répond « À partir de maintenant, le Vegapunk York sera placé sous mon commandement direct. J'assumerai la position de dieu guerrier de la science et de la défense. » Les 5 autres doyens sont stupéfaits de savoir ce que cela signifie. Et Mars dit « Ce n'est pas possible. » Et Garling répond « À partir de maintenant, ça va être le chaos. Le monde va se retrouver dans un état d'agitation jamais vu auparavant. Ensemble, faisons de ce monde un endroit meilleur. Mes collègues doyens. » Donc là, c'est vraiment une masterclass parce que Garling arrive et lui, quand on voit l'attitude qu'il avait à God Valley, on comprend facilement que lui, ça va être peut-être le pire de tous les Gorosei. Déjà que les Gorosei, c'était le pire du pire, mais lui, ça peut être le pire du pire du pire. Donc là, c'est vraiment une dinguerie. C'est marrant et complètement à l'opposé de ce que nous, on pense, qui disent rendons ensemble ce monde meilleur. C'est du grand n'importe quoi. Alors, retour à l'île d'Egghead. Nous voyons que Saturne s'effondre sur le sol en criant devant les Visamiraux. Des flammes noires et des éclairs jaillissent du corps de Saturne. Saturne crie, Red King est surpris. Nous voyons que le corps de Saturne vieillit rapidement et se ride comme une momie. Les Visamiraux sont encore choqués et ne savent pas quoi faire. Saturne entend alors la voix d'Ibu dans sa tête. Donc c'est là les gars, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Moi dans ma tête je me disais mais c'est pas normal que Im-sama dialogue avec les Gorosei via escargophone si elle avait les capacités de télépathie. Et c'est ce qui m'a fait penser au fait que Im-sama et les Gorosei étaient 2 entités différentes. Et le fait qu'ils ne dialoguent pas par télépathie, pour moi, faisait en sorte qu'il y avait une dissociation entre les deux. Et malheureusement, on voit clairement qu'Im-sama est capable de dialoguer par télépathie. Cependant, le résultat, il est là, c'est qu'il y a bel et bien une distinction entre Im-sama et les Gorosei. Malgré le fait que la télépathie, l'argument de la télépathie ne marche pas, le fond, la manière dont j'avais analysé les choses était correct. Donc tout ça pour vous dire que Im-sama est bel et bien une entité à part entière et que les Gorosei sont bien des personnes à part entière. Donc voilà, Imuki dit « Saturne, pourquoi as-tu laissé Joy Boy s'échapper ?» Saturne, en réfléchissant, il supplie, du coup il dit « S'il te plaît, aie pitié, son pouvoir est imprévisible au-delà de ma compréhension. » Puis il y a une énorme explosion de flammes noires et d'éclairs. Une fois les flammes éteintes, seul le squelette de Saturne est sur le sol. On voit maintenant Punk Records voler dans le ciel au-dessus de la mer, loin de l'île d'Egghead. Découvrons que Shaka, Edison, Pythagore et Atlas sont vivants et qu'ils parlent de York et du Punk Records. Ça c'est assez marrant aussi parce que on a vraiment 2 contradictions colossales dans ces quelques phrases. D'un côté, on a la mort d'un immortel, de quelqu'un qui n'était pas censé mourir, et de l'autre côté, on a le fait que 4 personnes ressuscitent alors qu'ils étaient tous considérés comme morts. C'est vraiment une contradiction qui est assez marrante. Ensuite, Pythagoras dit « Les ondes cérébrales peuvent se connecter à cet endroit depuis n'importe où dans le monde. Il est donc possible pour York d'accéder aux informations de ce cerveau. » Donc voilà, ça c'est une révélation, une grosse révélation. Pourquoi? Parce que moi je pensais qu'il y avait quand même une distance entre le Punk Record, etc. etc. Je pensais pas qu'on pouvait avoir accès au Punk Records du monde entier. Mais maintenant qu'on le sait, ça veut dire que Lilith a bel et bien l'intégralité de toutes les informations de Vegapunk dans la tête. Ça veut dire qu'elle pourra même nous donner des informations sur Roger, toutes les informations qu'on n'aura pas. Et c'est pareil pour York, mais aussi pour les autres Vegapunk. Les autres Vegapunk sont à côté du Punk Records, donc voilà. Donc information très très pertinente. Donc voilà, ça veut dire que le Punk Records n'aura pas besoin d'être déplacé et tout. Je pense qu'ils vont juste aller le mettre dans un lieu sûr, je pense vers New Kamaland, hein, ce sera super. Et en bas il y aura New Kamaland et au-dessus il y aura le Punk Records. Ce sera du grand n'importe quoi, mais ce sera assez sympathique à voir. Et je trouve ça pas mal. Et d'un autre côté, on aura York et Lilith qui pourront avoir accès à la totalité des connaissances du monde entier n'importe quand. Ce qui me conforte dans l'idée que Lilith pourrait rejoindre l'équipage des Mugiwara, peut-être pas de manière définitive, mais en tout cas sûr et certain de manière temporaire, potentiellement jusqu'à Raftel. Donc voilà. Edison, je sais, mais c'est mieux que de le laisser intact entre ses mains, non? Shaka qui dit comme York nous a tiré dessus, nous n'avons pas réussi à emporter le laboratoire avec nous. Pythagoras.
Et nous ne pouvons pas inventer pour l'instant, faute de budget et de matériel. Edison, c'est là que notre ami va intervenir. On peut voir qu'à l'intérieur du dôme, il y a un long couloir avec de nombreuses pièces de remplacement pour les clones de Vegapunk, des pièces de rechange, corps, tête, bras. Donc voilà, moi je pensais aux organoïdes parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas exploité dans le manga, mais en fait, très clairement, ça c'est une information qui a été déjà donnée tout au début d'Egghead, quand Atlas s'était fait exploser la tête par Lucci. À ce moment-là, on a réussi à la réparer totalement et elle avait parlé justement des pièces de rechange. Donc tout était déjà écrit depuis le début, donc tout ça c'était des informations qu'on aurait pu prévoir. Et pareil pour Shaka, etc. Moi qui pensais ne jamais le revoir, je suis archi content. Par contre, j'aurais vraiment préféré que la tête, ce soit Shaka. Mais bon, on n'aura que les jambes. Je suis dégoûté. Mais c'est pas grave. Au moins, il est là, c'est déjà pas mal. Et peut-être que plus tard, ils vont pouvoir avoir un corps chacun une fois qu'ils auront le budget nécessaire justement pour se réparer complètement. Donc les Vegapunk construisent un nouveau corps avec ces pièces de rechange en combinant la tête d'Edison, le corps et les jambes de Shaka, le bras gauche d'Atlas et le bras droit de Pythagore. Ils parlent tous les quatre dans le même cerveau, mais nous n'entendons pas Stella parler dans ce chapitre. Edison, voilà, qu'en pensez-vous? Atlas. Bizarre, hein? Shaka, tu es jaloux de mes proportions normales? Edison dit bien sûr que non. Atlas, jetons toutes les parties de York. Et Edison qui rigole, il dit bien vu, je ne les supporte pas. Puis Edison appelle son ami Aredas à Weatheria. Donc voilà les gars, on avait parlé de Weatheria. L'île de Weatheria avait entre guillemets la même mécanique que l'île d'Egghead et il y avait un lien, le côté scientifique des deux endroits pouvait potentiellement avoir un lien. On en a parlé dans la précédente vidéo, c'est ouf. Aredas qui répond et qui dit quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu n'es pas mort. Du coup, c'est marrant qu'il dise ça parce qu'il a quand même dit qu'est-ce que tu veux avant? T'es pas mort, tu vois. C'est-à-dire qu'il connaît Vegapunk et sa soif de construire et sa soif d'argent dans le sens, pas vraiment juste pour faire de l'argent, mais pour les inventions, vous avez capté. Donc les deux dernières pages du chapitre se déroulent à queue d'étrave. Koala résume le discours de Vegapunk pour tout le monde. Betty, notre monde s'enfonce dans l'océan. Sabo, il est donc logique que les dragons célestes aient choisi de vivre au sommet de Redline, l'endroit le plus haut du monde. Ivankov, et c'est pourquoi le gouvernement mondial a ordonné aux esclaves de construire des ponts géants à Tequila Wolf depuis 700 ans. Karasu, oui, ils ont tous un but. Morley, je n'arrive pas à y croire. Le chapitre se termine avec Dragon debout sur la plage en se parlant à lui-même. Vegapunk, il n'y a aucune garantie que les gens qui croient en tes dernières paroles ne fassent que des préparatifs de paix. Nous devons nous dépêcher d'en finir. Sinon, les combats entre les citoyens pour s'assurer un endroit sûr où vivre arrivera bientôt. Donc voilà les gars, la première partie est déjà terminée, on a discuté de pas mal de choses, de pas mal de théories, on va continuer dans la prochaine partie. Voilà les gars, n'hésitez pas si jamais vous avez kiffé à liker, follow comme d'habitude les gars, le petit commentaire, histoire de soutenir la chaîne, sinon il y a la petite souscription comme d'habitude, je pense que vous êtes au courant. Et nous on revient avec des nouvelles théories très bientôt. D'ailleurs, partagez toutes vos théories dans les commentaires, comme ça on répondra à tout ça ensemble dans une vidéo. Allez, merci encore et n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece.